Aujourd'hui, il nous entraîne au sud-ouest de Mons, du côté de Montigny-Soroc, de Roisin et d'Élouges. Dans ce haut pays, on trouve encore des châteaux, des fermes fortifiées. On rencontre même parfois le fantôme de seigneurs bien coquins. En compagnie de Fernand Martin, nous partons à la découverte du Haut-Pays, au sud de Quiévrain, dans le Hainaut. Par Angres, Roisin, Autrep, Athis, Audrenier, nous arriverons à Élouges, une belle promenade à faire un dimanche. Nous sommes au sortir de la vallée de la Haine, nous sommes encore dans la vallée de la Haine, mais nous en sortons. Nous allons atteindre Quiévrain, qui est la vallée de la Honnelle, finissante, et l'entrée du Haut-Pays. Quiévrain, eh bien, c'est d'abord l'ancien octroi impérial qui est situé le long de la grande route venant de Boussu, vers Valenciennes, propriété des d'Arambert au siècle dernier. Quiévrain, c'est une magnifique église dont les substructures remontent au Moyen-Âge, ancienne propriété des seigneurs de Croÿ. Quiévrain, c'est maintenant la ville frontière, la ville commerçante. Ce sont les lâchers de pigeons, c'est la ville de transit vers la France et toujours vers Valenciennes. C'est, somme toute, à la fois la porte vers la France et la porte du Haut-Pays, vers Bézieux, vers Angres, vers tout ce qui constitue aujourd'hui une région essentiellement rurale. Ici, nous sommes dans le village d'Angres, qui est un village très ancien, attesté depuis le haut Moyen-Âge, cité dans les textes pratiquement depuis le XIe siècle. Et ce qui frappe d'abord lorsqu'on entre dans ce village sont plusieurs anciennes fermes, soit du XVIIe, soit du XVIIIe siècle, qui sont vraiment très belles. Ce qui est aussi remarquable dans ce village, c'est l'église. Tour du XVIe siècle, corps de logis, si je puis dire, du XVIIIe siècle, et encore plus remarquable, les nefs de l'église sont l'œuvre de l'architecte montois Claude de Bétigny, l'homme qui a conçu le quart d'or, l'homme qui a conçu le campanile de Sainte-Élisabeth, car Angres était une paroisse riche qui était confiée à des fils de famille. Intérieur de l'église tout aussi remarquable, avec des boiseries du XVIIIe siècle, des statuettes très anciennes, un trésor d'église, des pièces d'orfèvrerie splendides, mais bien entendu en lieu sûr. Et ce village est comme ça à l'avenant, du bout jusqu'à la fin. Le village d'Angres est aussi la patrie de Théodore Bernier, historien et archéologue du XIXe siècle, une des lumières, si je puis dire, du cercle archéologique de Mons à son époque. L'homme qui a écrit un dictionnaire historique et géographique du Hainaut qu'on n'a jamais remplacé jusqu'à ce jour et qui a vraiment insufflé tout un esprit de recherche des sources, un esprit de recherche tourné vers le passé qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Idem le fils, mais qui lui était artiste graveur, surtout remarquable, parce qu'il était le premier graveur impressionniste belge, l'homme qui au début de ce siècle a créé vraiment la gravure couleur chez nous, liée avec Camille Lemonnier, avec Verard, avec Louis Pierrard, bref, avec tout ce que la Belgique pouvait alors compter de célébrités littéraires, de célébrités artistiques. Et on peut dire que ces deux hommes ont contribué à faire de ce petit village un centre littéraire et historique réel. Et ça s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Et puis le village, c'est aussi la chapelle Saint-Roch, édifiée suite à une épidémie de choléra. Les habitants avaient fait le vœu, s'ils s'en sortaient, d'édifier une chapelle consacrée à Saint-Roch, patron des pestiférés. Ce qui est surtout remarquable dans cette chapelle, c'est qu'elle donne sur un panorama splendide qui permet de voir par temps clair 100 ans environ 39 clochers.
Ici, nous sommes devant la ferme des Marais qui a été édifiée à la fin du XVIIIe siècle par des gros fermiers du lieu de ce nom. Ferme très belle, en style dit tournésien, et qui est restée pratiquement inchangée depuis l'époque de sa construction. Juste à côté de la ferme se trouve la fabrique de chicorée Launois-Wallon, là où on a fabriqué pendant des décennies la chicorée Bonnat, une marque très connue, car il ne faut jamais perdre de vue qu'Angres, en 1808, a été le premier village du Hainaut où a eu lieu la fabrication de la chicorée. À un certain moment, juste à la veille de la guerre de 14, le village comptait 11 fabriques de chicorée. Il n'en reste plus actuellement une seule, la dernière ayant fermé ses portes en 1968. Il ne reste plus que de beaux paysages, de jolis souvenirs, mais il ne reste plus la moindre industrie dans la région. En gros, lorsqu'on vient d'Angres vers Roisin, le petit village où Verard aimait descendre du Tortillard pour gagner son ermitage du Caillou Kibic, où il a d'ailleurs fait des rencontres très pittoresques avec des contrebandiers de son époque, contrebandiers de tabac, mais aussi passeurs clandestins de chevaux. Et en gros, il y a toujours à notre époque la ferme du Seigneur qui remonte au XVIe siècle, très bel ensemble architectural, et qui est le dernier éleveur de chevaux de la région, où l'actuel rejoint le passé. Nous sommes ici au site de Bargette, la maison Verard, là où Émile Verard et son épouse ont passé pratiquement plusieurs mois chaque année entre 1899 et 1914. Comment y sont-ils arrivés? À ma foi, par le plus grand des hasards. Les Verard étaient très liés avec Georges Rodenbach et sa femme. Georges Rodenbach est mort très jeune. Sa femme désespérée cherche un endroit pour tout oublier, pour se reposer. Elle a de la famille à Frameries. Et puis, bon, elle trouve ici Roisin, le Caillou Kibic. Les Verard la suivent. Oh, d'abord, Émile Verard n'est pas très enthousiaste. Et puis, loin des villes tentaculaires, il retrouve la campagne, les chemins du lyrisme triomphant. Il s'installe vraiment, loue une partie de la maison, fait venir ses meubles, noue des amitiés dans la campagne, découvre les petits villages aux alentours, la population, parle avec les paysans. Et puis, brusquement, se crée autour d'Émile Verard tout un cénacle d'artistes. C'est assez remarquable. Viennent ici des noms aussi connus que Van Rieselberg, Camille Lemonnier, Louis Pierrard, Constant Montal, le fameux décorateur bruxellois. Et c'est ici que l'on discute des poèmes de Verard, que le maître livre ses dernières trouvailles à ses amis. C'est ici que Charles Bernier met au point ses gravures sur Verard, sur la région. C'est ici que Constant Montal peint Émile Verard. Et c'est véritablement un cénacle, le mot n'est pas trop fort, qui se crée ici, avec l'allemand Stefan Zweig, qui revient et qui devait encore venir en 1914, lorsque la guerre interrompt tout et détruit tout. Et c'est une période merveilleuse de l'histoire de cette région. Des cercles dramatiques se créent, où Camille Lemonnier crée ses pièces, avec des troupes paysannes, où Verard et Bernier sont les régisseurs, vivent intensément la vie des petites gens du coin, ont des projets de mise en valeur touristique de la région, installation d'électricité, créage de barrages, création de firmes commerciales. Et puis la guerre détruit tout cela, on connaît la suite. La mort tragique de Verard en gare de Rouen en 1916, le bombardement de la maison Verard en 1918, patiemment reconstruite par des mains pieuses en 1930. Aujourd'hui, c'est revenu un centre ouvert aux jeunes,
ouvert à l'avenir, c'est le centre provincial de la jeunesse, autour de cette maison de Verard, autour du musée de Verard, juste ici à côté. Roisin avec son église qui n'est pas tellement transcendante, mais qui contient une chapelle sépulcrale où se retrouvent les tombeaux des anciens seigneurs de Roisin depuis le XVIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle. Ce sont les fameux Baudry qui participèrent aux croisades durant le Moyen-Âge. Chapelle très bien conservée. Non loin de l'église, le château, dont la partie ancienne, fin XVIe, début XVIIe siècle, est aujourd'hui parfaitement restauré, à côté d'un ancien corps de logis Louis du XVIIIe de style classique, malheureusement à l'abandon au milieu de caravanes résidentielles. Nous sommes ici sur les bords de la Grande Tonnelle, face au site du Caillou Québec, dont voici l'origine, suivant la légende bien entendu. Au 7e siècle, Saint Guilain avait fondé le monastère dans la ville qui porte aujourd'hui son nom, monastère qui prend beaucoup d'importance. Le diable, ça le gêne, il se dit, voilà un bonhomme qui va flanquer par terre tous mes maléfices. Il se met en route pour détruire le cloître, muni d'un énorme rocher. Saint Guilain apprend la chose, lui rassemble des savates, les met dans un sac et va à la rencontre du diable. La rencontre se serait produite ici. Le diable était affalé, ruisselant au essence sur le bord de la route. Saint Guilain fait semblant de s'écrouler, étant fatigué, et le diable lui demande, dites donc l'homme, y a-t-il encore loin d'ici jusqu'à Saint Guilain? Oh, fait le brave saint, oui, voyez, toutes ces savates que j'ai élevées pour venir, et encore, je ne suis qu'à la moitié du chemin. Le diable, désespéré, furieux, jette le bloc de roche sur le côté, regagne son antre. Voici l'origine du Caillou Québec. De Roisin, nous allons vers Autrep en passant par Morin et par le Prébellem. Le Prébellem tire son nom du dieu gaulois de la guerre Bélénos, qui y avait jadis un temple. Par le passe-tout-outre, c'est-à-dire la douane, nous allons arriver à la ferme château de Rampemont, 15e, 16e siècle, à laquelle se rattache une histoire un peu sanglante et qui fleure bon le médiéval. Au XIVe siècle, tout ceci était la propriété d'une famille qui portait les noms des lieux, Rampemont. Et dans les années 1340, on connaît un nommé Jean, seigneur des lieux, qui semble avoir laissé un très mauvais souvenir dans l'esprit des bonnes gens de son époque. En effet, on l'a surnommé le Goret de Rampemont, et la légende raconte ceci. Il exerçait sur ces terres, entre autres méfaits, la plénitude du droit de cuissage, ce qui a obligé les jolies pucelles du lieu à passer avec leur maître et seigneur leur première nuit. Un beau jour, une jeune fille, Marie, habitant le petit village d'Atis, veut épouser un garçon qui s'appelle Lebrac. Il était un peu braconnier. Elle va le demander l'autorisation au seigneur, qui lui dit oui, mais je veux la première nuit. La jeune fille est bien obligée de se soumettre aux caprices du maître. Une fois ayant subi les premiers hommages ou les derniers outrages, c'est comme on veut, elle se tranche la gorge au pied du Goret, qui de remords part à la croisade. Mais la légende raconte que les soirs de tempête, son âme tourmentée hante toujours les bois de Rampemont, et on l'entend hurler « Rampemont j'y suis, Rampemont j'y souffre ».
Athis, petit village pittoresque avec ses maisons et ses fermes anciennes, ses artisans. Athis aussi avec sa jolie église entièrement restaurée grâce aux habitants et sous l'impulsion d'un prêtre aujourd'hui disparu, l'abbé Corvaire. D'Athis, nous gagnons Montigny, sa place ombragée, ses anciennes fermes, surtout la ferme de l'abbaye de Crépin, de très belles écuries des XVIIe et XVIIIe siècles. Surtout, le château de Montigny-sur-Roc, aujourd'hui propriété des barons de la Motte-Baraf, qui en font faire les honneurs. La résidence étant en style tournésien de la fin du XVIIIe siècle. Là aussi, il y a une visite à accomplir absolument pour celui qui veut découvrir cette région. De Montigny-sur-Roc, on gagne Onzy. Onzy, où se trouve un très beau colombier du début du XVIIe siècle, vestige de l'ancien domaine seigneurial, entièrement restauré aujourd'hui. Là aussi, une halte s'impose. Ensuite, d'Onzy, par Angres, nous retournons par Audreny. Sur la place d'Audreny, c'est ce qu'on appelait la place des Quatre Bonniers. C'est la place la plus importante du Hainaut et la troisième place du pays, mais la seule à être boisée de cette manière. Dans le fond de la place se trouvait le couvent des Trinitaires, le couvent supprimé par Joseph II à la fin de l'Ancien Régime. Ces moines se préoccupaient du rachat des chrétiens captifs des Barbaresses. Ici, nous sommes au terme de notre périple extérieur, en venant d'Audreny à Huéry, devant la ferme de la Courte, qui appartenait jusqu'à la fin de l'Ancien Régime aux abbés de Saint-Guilain, qui est un ensemble architectural de la fin du XVIIIe siècle, assez unique dans son genre, ici dans le coin. Ici, nous quittons le Haut-Pays pour trouver devant nous la dépression du Borinage, avec à l'avant-plan le fameux charbonnage de Ferrand, un des plus meurtriers de Belgique, jadis. Dans le contrebas, c'est donc Élouges, avec son musée consacré à la vie rurale et à la vie charbonnière de la région. Un musée qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on y fasse une visite très attentive. C'était une promenade dans le Haut-Pays, librement inspirée d'un itinéraire de Jean Mailly. Images Michel Mernier, François Ségura. Son André Defossé. Montage Willy Botteldorn. Décor sonore Jean-Claude Delcroix. Mixage Roger Defailly. Script Dany Lachambre. Une émission de Jean-Claude Bernier.
Production, section enquête.